Salam alaikum أعزائي الطلبة. Aujourd'hui, on va voir le cours sur la qualité de la viande de poisson. Alors, comme introduction, le poisson est une denrée hautement périssable qui peut s'altérer immédiatement après sa capture, devenant vite impropre à la consommation et même dangereux pour la santé. Donc, la classification, on peut classifier les poissons selon la famille. Donc, on a les poissons de type gatidés, c'est des poissons à tête volumineuse et à corps allongé, comme la morue et le merlan. On a les pleuronectes, c'est des poissons couchés sur un flanc et en général, ils sont aveugles, comme la sole et la raie. On a les scambridés, dont le corps est en forme d'un fuseau et hérissé, comme le maquereau et le thon. On peut aussi classifier les différents types de poissons selon le milieu de vie. Donc, on a les poissons d'eau douce, comme la truite, la carpe, le poisson-chat, etc. Donc, on a les poissons d'eau de mer. Donc, c'est des poissons qui vivent en général dans une eau salée. On a des poissons mixtes, mer et rivière, comme le saumon et l'anguille. On peut aussi faire une classification selon la constitution ou selon la teneur en lipides. Donc, on a des poissons maigres, dont la teneur en lipides elle est inférieure à 3%. On a des poissons demi-gras, dont la teneur en lipides elle est entre 3 à 10%. Et on a des poissons gras, dont la teneur en lipides dépasse les 10%, comme le saumon, l'anguille, le hareng, la sardine, etc. Donc, on peut aussi classifier les poissons selon le type de squelette. Donc, on a les chondrichthyens, c'est des poissons cartilagineux dont le squelette est encore mou. D'accord? Comme la raie et le merlan. On a aussi des poissons osseux, on les appelle des téléostéens. Et c'est des poissons qui ont un squelette qui est dur, comme le thon, la sardine, le maquereau. Maintenant, on va voir la structure de la chair du poisson. Alors, en coupe longitudinale, on a le filet, et en coupe transversale, on a le darne. Donc, je vais représenter ici la structure de la chair du poisson sur le filet. Donc, la chair du poisson, elle est subdivisée en myomère, hein, ou la myotome, et myosept. Alors, le myomère, c'est quoi? Le myomère, c'est la fibre musculaire, c'est le tissu musculaire, d'accord? Alors que le myosept, ce qui est en strie blanc, c'est le tissu conjonctif de la chair du poisson. Donc, le myomère, il est formé de fibres blanches, c'est-à-dire le muscle blanc, et de fibres rouges, d'accord? Donc, la fibre blanche, c'est une fibre glycolytique, c'est-à-dire qu'elle a un métabolisme anaérobique. Alors que la fibre rouge, c'est une fibre oxydative, un métabolisme aérobique. Ok. Donc, le mécanisme d'évolution du muscle après, bien sûr, la pêche, la mort du poisson. Donc, après la mort du poisson, plusieurs réactions entrent en jeu dans le système musculaire. Donc, il existe trois phases: la pré-rigor, la rigor mortis et le post-rigor. Alors, la pré-rigor et la rigor mortis, c'est une phase qui s'effectue durant la première phase. Donc, là, l'indice de qualité de la chair du poisson, il est meilleur. Mais dès que le poisson rentre dans la phase 2 jusqu'à la phase 3, donc là, l'indice de qualité chute. Il rentre, la chair de poisson rentre dans la phase d'autolyse et d'altération bactérienne.
Alors, l'après-rigueur, la structure de la chair du poisson, elle est comme suit. Le tissu musculaire, il garde sa flexibilité, donc les sarcomères sont relaxés, donc l'actine et la myosine sont libres, ils ne sont pas liés. Le pH de la fibre musculaire, il est neutre et la durée de cette phase, elle est de 0 à 1 heure. Donc, là, le poisson, il est très frais, avec une odeur et un goût typique de l'espèce et une odeur caractéristique des algues. Alors, on trouve la phase rigor mortis. Donc, c'est une phase qui est caractérisée par un durcissement du tissu musculaire et ce tissu va perdre complètement son extensibilité. Donc, le corps du poisson, il devient tendu et dur et rigide, d'où le nom de la rigidité cadavérique. Mais qu'est-ce qui provoque cette dureté? Bon, là, on sait très bien que lorsque l'animal est vivant, il dégrade pour produire de l'ATP afin d'assurer la contraction musculaire. Il puise de ses réserves. Donc, Amina, il va utiliser le glycogène, sera dégradé en glucose. Et bien sûr, en présence d'oxygène, ce glucose, il va être oxydé en CO2 plus H2O. Si on est en présence ou là, en absence d'oxygène, c'est-à-dire durant la voie anaérobie, donc le glucose, il va subir une fermentation et il va se transformer en acide lactique. Et on a aussi comme source énergétique euh, une troisième source énergétique pour le muscle afin qu'il puisse se contracter, c'est la voie phosphagène. La voie phosphagène, de la créatine phosphate, elle se retrouve en stock dans la fibre musculaire. Donc, le muscle utilise cette voie pour produire de l'ATP. Donc, à la pêche, c'est-à-dire lorsque le poisson est mort, donc la voie oxydative n'existe plus parce qu'il ne respire plus. Donc, le tissu musculaire, la chair du poisson, elle va utiliser la voie de la glycogénolyse et de la glycolyse pour produire de l'acide lactique. C'est pour cela que le pH du muscle descend vers 6 et s'acidifie. Donc, la phase de rigidité cadavérique, le pH au niveau de la chair du poisson, il est acide. Donc, pourquoi ce corps se rigidifie, c'est-à-dire la chair devient rigide? Parce qu'il y a épuisement de cette source énergétique. Donc, il n'y a plus d'ATP pour assurer la séparation entre les deux molécules d'actine et de myosine. Donc, l'actine et la myosine, elles restent liées. C'est pour ça que la chair du poisson, elle est rigide. Très bien, donc il y a des facteurs qui peuvent influencer euh, l'apparition, la disparition de la rigidité cadavérique. عندنا, si par exemple on a un poisson affamé, bien sûr qui a été pêché affamé ou bien fatigué, donc déjà la fibre musculaire de ce poisson, elle ne contient plus de réserve énergétique, donc elle ne rentre même pas dans la phase de rigidité cadavérique. Donc elle va accélérer la rigidité cadavérique, c'est-à-dire que même la manutention, hein, si elle était brutale du poisson, la manutention du poisson, elle était brutale, automatiquement la fibre musculaire, elle va épuiser toutes ses réserves énergétiques. C'est pour cela qu'on aura une accélération de la phase de rigidité cadavérique. Donc, عندنا la température aussi élevée. La température élevée, elle va activer les enzymes de la glycolyse, ce qui va entraîner l'épuisement de l'ATP. عندنا aussi les poissons de petite taille, عندهم les réserves en glycogène qui est faible par rapport aux poissons de grande taille. Donc, la phase de rigidité cadavérique, elle s'accélère à suite à cette faible réserve
énergétique. Donc, après la rigidité cadavérique, on a la phase de post-rigor. C'est la phase où le muscle, il devient souple, relaxé, avec une chair pliable. La chair, elle sera mollie par autolyse et une altération bactérienne, elle est possible. Donc, le pH va remonter vers une valeur de 7, va devenir alcalin au-delà de 7 heures. Donc, qu'est-ce qui provoque cette alcalinité de la chair du poisson? Et bien sûr, ce sont les enzymes endogènes associées aux enzymes bactériennes qui vont activer la phase de l'autolyse. Alors, l'autolyse, c'est un ensemble de réactions biochimiques dues à ces enzymes. Elle se produit si le poisson n'est pas éviscéré, lavé et conservé dans de la glace. Donc, les enzymes digestives du poisson éclatent la paroi ventrale et permettent la dissémination des germes sur la chair du poisson. Donc, le poisson n'est plus à cette phase, il n'est plus consommable car le pH au niveau de la chair, il est supérieur à 7 et la chair, elle est molle et gluante. Donc, un pH qui est égal à 7 favorise l'altération bactérienne. Donc, on remarque durant cette phase qu'il y a dégradation de l'ATP en plusieurs molécules. Donc, l'ATP se dégrade en ATP, puis en AMP, puis en IMP, puis en inosine et enfin l'hypoxanthine. Donc, lorsqu'on a vu la qualité de la viande rouge, on a dit que la forte concentration de l'hypoxanthine signifie qu'on est en présence d'une viande de bonne qualité. Alors que pour la chair de poisson, non. Donc, l'élévation de la concentration d'hypoxanthine signifie qu'on est en présence d'une chair de poisson altérée qui a un arrière-goût amer. Donc, l'élévation de la concentration de l'IMP, c'est-à-dire de l'inositol monophosphate, c'est le signe d'une bonne qualité de chair de poisson. D'accord? Alors, on a un indice de fraîcheur qu'on peut le calculer. Il est égal à la concentration de l'inosine plus l'hypoxanthine sur ces molécules de dégradation de l'ATP fois 100. Donc, plus cet indice il est élevé, moins le poisson il est frais. Donc, toujours la phase d'autolyse, on a la dégradation de l'ATP, on a la dégradation de certaines protéines. Donc, suite à des réactions enzymatiques et à des réactions enzymatiques dont les enzymes sont libérées par des bactéries. Donc, par exemple, l'acide aminé histidine, suite à la réaction du décarboxylation, l'histidine décarboxylase libérée par des bactéries, cette histidine va se transformer en histamine. Et l'histamine, c'est une substance qui est néfaste sur la santé et elle cause des intoxications alimentaires et même elle peut être cancérigène. Donc, les bactéries qui provoquent cette décarboxylation de l'histidine, c'est soit la Klebsiella, Vibrio, Clostridium, les lactobacilles, etc. Et en général, la contamination bactérienne, elle est accélérée lorsque les températures sont élevées. Et c'est des altérations qu'on rencontre surtout chez les scombridés, comme le thon, le maqueron et les clupéidés comme la sardine et le hareng. Alors, l'altération, bon, on a vu qu'il y a dégradation des acides nucléiques, on a la dégradation des protéines, on a la dégradation aussi des lipides. La dégradation enzymatique des lipides sous l'action d'une oxydation, sous l'action de l'oxygène de l'air, la graisse de poisson s'oxyde. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rancissement, ce qui va engendrer et entraîner un changement de saveur et d'odeur et de couleur de la chair de poisson. Alors maintenant, on rentre dans l'appréciation de la qualité organoleptique du poisson, appréciation de la fraîcheur en se basant sur l'observation visuelle des branchies de l'œil,
On s'entend bien sûr l'odeur, on observe aussi la peau et la chair. Alors, pour évaluer la fraîcheur d'un poisson, la méthode visuelle, c'est la plus rapide. Il y a une estimation de la fraîcheur d'un poisson en utilisant un barème de notation. Ou là, une étude microbiologique où là, on cherche la concentration d'histamine au niveau de la chair. Mais la meilleure, c'est l'estimation suite, en se basant sur un barème sur la fraîcheur du poisson, de la chair du poisson. Donc, tout d'abord, on va commencer par la peau. Pour un poisson frais, la peau présente un mucus qui est transparent, translucide. La cote à donner, c'est une cote qui est extra, c'est-à-dire classée A. Alors, pour un poisson non frais, le mucus qu'on observe sur la peau, c'est un mucus jaunâtre et épais. C'est un signe d'une non-fraîcheur du poisson. Donc, c'est un poisson qui n'est pas admis, qui est coté 0. Alors, toujours la peau, on cherche aussi la pigmentation, on apprécie la pigmentation. Donc, si la pigmentation, elle est chatouillante, c'est-à-dire belle et transparente, donc le poisson, il est frais. Mais si la couleur, elle devient terne, on le classe P. Et si le poisson, il est complètement décoloré, ce n'est pas admis. Euh, une cote qui est cotée euh, de non-admis. Alors, pour l'œil, donc quand on cherche la teinte de l'œil, donc normalement, la pupille de l'œil, elle est noire et brillante, donc elle est côté extra. Pour une pupille grise et la cornée laiteuse, d'aspect laiteux, non, c'est un poisson qui n'est pas frais. Alors, pour l'affaissement de l'œil aussi, normalement, on doit chercher une œil bombée. Donc, c'est un poisson qui est frais. Alors, une œil concave ou centre en coupelle, c'est un poisson qui n'est pas frais. On cherche aussi la teinte des branchies. Normalement, les branchies sont de couleur rouge colorée, brillante. C'est un poisson frais. Alors que la couleur jaunâtre, c'est un poisson non frais. On cherche aussi la rigidité du corps du poisson. Donc, le corps il est rigide, ferme, donc c'est un poisson frais. S'il est mou, flasque, c'est un poisson non frais. La rigidité, on peut l'apprécier en mettant notre index ou bien le pouce sur la chair. Si la trace persiste, donc c'est un poisson non frais. Si la trace ne persiste pas, ou l'empreinte de notre doigt sur la chair ne persiste pas, donc c'est un poisson frais. On cherche aussi la rigidité de la paroi abdominale. Si elle est intacte, donc c'est un poisson frais. Si elle est molle, plus ou moins frais. Si elle est perforée, c'est un poisson non frais. Donc, on cherche aussi la couleur de la colonne vertébrale. Elle suit la couleur de la chair. Donc, si la chair elle est blanche, la couleur de la colonne vertébrale elle est blanche. Donc, cela signifie que c'est un poisson qui est frais. Mais si elle, elle devient rouge, elle se teint d'une couleur rouge, donc c'est un poisson qui n'est pas frais. Alors aussi, on cherche l'adhérence aussi de la colonne vertébrale. Si elle se brise, bien sûr, c'est un poisson frais. Si la colonne vertébrale se détache facilement, donc c'est un poisson altéré. On apprécie pour la qualité sensorielle aussi la couleur. Donc, la couleur, elle diffère selon l'espèce. Donc, par exemple, les espèces de poissons en profondeur sont des poissons à chair sombre ou à chair rouge. Cela s'explique par le fait que ces muscles sont très irrigués par le sang à cause des efforts consentis pour les activités de locomotion et de prise alimentaire. Donc, les espèces de rivage, là, les muscles sont à chair blanche. La couleur, elle peut être variée selon la nature des pigments. Donc, on a des poissons qui ont
des pigments mélanophores de couleur marron très riche en mélanine. عندنا des poissons qui ont des pigments érythrophores, sont très riches en caroténoïdes. La couleur تاعهم, elle est orange à rouge. عندنا des poissons qui sont très riches en pigments xanthophores. C'est des pigments très riches en caroténoïdes jaunes. Et bien sûr, euh, la couleur, après la couleur, on va apprécier aussi la flaveur du poisson, c'est-à-dire l'odeur, le goût. Alors, l'odeur et le goût, elle peut être de la chair du poisson peut être euh, altérée suite à la présence d'une grande quantité de lipides dans la chair du poisson. Donc, les poissons maigres euh, euh, ont une bonne flaveur que les poissons gras. Pourquoi? Parce que les poissons gras sont très riches en acides gras polyinsaturés. Donc, sous l'action de la température, lumière et les enzymes, ces acides gras polyinsaturés vont se transformer en hydroperoxyde. Cet hydroperoxyde associé euh, s'associent aux acides aminés pour nous donner de composés volatiles, comme les aldéhydes, les cétones, les acides, etc. Alors, ces composés volatiles, c'est eux qui vont dégrader la qualité sensorielle de la chair du poisson. Ce qui est important à noter pour les poissons d'eau douce, ils ont une odeur moisie. Alors, l'odeur, elle est moisie. En plus, elle est moisie et elle est associée à un goût de vase. Ce défaut d'odeur est lié beaucoup plus à la présence dans la chair d'un type d'algue, qui est l'actinomycète, qui libère cette odeur de moisi, de vase. عندنا aussi, il y a présence de composés libérés par des micro-organismes comme l'isobornéol. Voilà, on en est terminé avec la qualité de poisson. On se retrouvera, Inch'Allah, la prochaine séance pour les techniques de conservation. Merci.